Bonjour tout le monde, ici le fantôme de Jerry Rochon. Bienvenue dans cette tape. Peut-être pas des petites anecdotes commencer. Peut-être la fois que c'est une partie de Marco Polo entre Bob Gainey et également Ken Dryden qui était là, Lanny McDonald. Ça, c'était à la maison de Burt Homestead, un petit village dans la Mauricie. Et ça, c'était un mois d'août, 11 août 73, une belle journée, peut-être 23, 24 degrés, des petites éclaircies, quelques gouttes de pluie en après-midi, mais pas grand-chose. Et donc, également, c'était une partie revanche, Marco Polo, parce que les gars avaient joué précédemment, une partie de Monopoly. Et Bob Gainey était pas content, il avait parti d'un railroad de Monopoly, et puis c'était tellement compétitif, très compétitif. Il dit, on va se prendre, on va jouer une partie de Marco Polo. Et également, c'était pour profiter un petit peu du soleil, profiter de la température, également. Je rappelle, c'est 24, 25 degrés, c'est une belle journée. Merci à tout le monde d'avoir toffé jusqu'à presque une minute du fantôme de Jerry Rochon. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un superbe épisode avec monsieur Gilles Courteau, le commissaire de la LHJMQ, que certains appellent le majeur. Avant de vous présenter l'épisode, je vais juste faire un petit erratum parce que il y a plusieurs qui m'ont écrit autant sur le Patreon que sur les réseaux sociaux. J'ai fait une erreur, j'ai fait une gaffe l'autre jour en disant que je pense que quand je parlais de Rouen tout ça, j'avais parlé que j'avais mentionné à tort que eux qui avaient élu pas aux dernières élections mais celles d'avant un candidat qui est devenu député de Québec solidaire, et je disais que c'était la seule région en dehors de la région de Montréal, mais c'est faux, complètement faux. Et le pire c'est que je m'en suis rendu compte après. Vous avez bien fait de m'écrire. Sol Zanetti, qui avait été élu, il y en avait dans le coin de Québec. Il y en avait même, je pense, Catherine Dorion. Je pense qu'il y en avait même quelqu'un dans le coin de Sherbrooke. Bref, plusieurs personnes m'ont écrit à ce sujet. Merci d'être allumé et de me ramener à l'ordre parce que c'était factuellement faux. Et voilà! Je suis une source première de désinformation. Merci de retour à Adresse Tape. Très content de vous retrouver cette semaine. Je voulais aussi également prendre un moment pour remercier les gens qui sont passés voir mon spectacle solo, mon rodage SRR au bordel le 1er décembre. Ça a été un réel... Excusez. Excusez-moi. C'était pas moi, là, c'était quelqu'un d'autre. Qui sont venus me voir au bordel le 1er décembre. Un autre bordel sold out. Il y en avait un en septembre. Il y en avait un le 1er décembre. Puis je me suis promené après. Il y a eu Québec également au Petit Champlain qui était incroyable. Et il y a eu Sherbrooke qui était absolument hallucinant. Donc, merci les amis de venir au spectacle, de me permettre de tester des blagues. C'est tout le temps pratiquement complet. On a également beaucoup de plaisir. Chucky Pellerino, souvent est en première partie. Au bordel, c'est Daniel Grenier des Chicken Swell. Donc, je suis passé d'avoir ses DVD à ce qu'il fasse première partie. On fait des shows ensemble, un être adorable. Pas une once de malice dans cet homme-là. Oui, gros fan des Chicken Swell que j'étais à l'époque. Fais pas de farce avec Freddy Farcelin. Fais pas de farce avec Freddy. Vous n'avez pas le référent? Hop! Automatiquement sur YouTube, marqué Freddy Farcelin. Un de mes sketchs préférés. À vie! Toutes catégories confondues. Donc, merci tout le monde. Sérieusement, j'ai croisé un gars hier à un visionnement de Complètement Lycée. Et il m'a dit qu'il était venu en septembre au show au bordel. Et ça me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. D'ailleurs, ça me fait penser Complètement Lycée. Qui est disponible déjà les premiers épisodes sur Crave. Allez absolument voir ça. Je prêche pour ma paroisse. En fait, non, dans le sens que je joue pas du tout dedans, je suis pas affilié, mais c'est Alec Pronovo qui a réalisé ça. C'est écrit également par Charles-Alex Durand et sa copine Sandrine. C'est une parodie des séries américaines d'adolescents sur lesquelles on a grandi. Je parle pour les gens de mon âge. C'était sur VRAC, c'était beaucoup traduit. C'était traduit, mais c'était doublé en français avec un français à l'international. Qu'est-ce que tu fais? Et donc, ils en ont fait un spoof qui est absolument hilarant. Allez voir ça. C'est sur Crave. Ça s'appelle Complètement Lycée. Pierre-Yves Desmarais, Rosalie Varancourt, Catherine Levac et plusieurs autres sont dans la série. Puis hier, j'ai eu la chance de voir les 5 premiers épisodes, dis-je, au cinéma moderne. Et c'est complètement zouzou drôle. Donc, allez voir ça. Pendant le temps des fêtes, vous voulez chercher quelque chose à binge-watcher qui est léger et comique et qui sont des courts épisodes 22, 23 minutes. Ils sont rendus à la télé maintenant. Ouais, parce que si vous pensez que c'est la web-série de l'année passée, non, ils ont été renouvelés pour aller à la télé. Donc là, c'est vraiment des épisodes complets de 22 minutes. C'est vraiment le fun et je suis extrêmement content et fier de Alec Pronovo, qui est celui qui a souvent réalisé beaucoup des choses que j'ai fait, des pubs pendant des Zoufest, le pain aux bananes, même la pub pour la mission Forsberg. Beaucoup d'échanges de services avec ce bon Alec. Donc, allez voir ça Complètement Lycée sur Crave. L'épisode d'aujourd'hui, Monsieur Gilles Courteau, oui, mesdames et messieurs, le commissaire depuis plus d'une trentaine d'années, si je ne m'abuse. En
en tout cas, bref, qui travaille pour la LHMQ depuis toujours. Moi, je n'ai connu que le circuit, comme étant le circuit Courteau, le circuit du junior majeur. Et je l'ai reçu le 11 août 2022. Très chouette rencontre. On découvre un peu l'homme derrière le commissaire. Donc, je vous laisse au bon soin de Monsieur Gilles Courteau. Drette sur le tape avec David Bocage. Gilles Courteau, le circuit Courteau, l'homme derrière l'appellation. Gilles, comment vas-tu? Très bien, merci, toi. Ben oui, ça va très bien. Quand les gens ils pensent à Gilles Courteau, ils pensent à hockey, mais c'est-tu moi ou t'es un gars de baseball à la base? Je suis un gars de baseball à la base. C'est à cause du baseball, je fais du hockey. Aujourd'hui, je suis avec la Ligue junior majeure du Québec et tout ça a commencé avec le baseball. C'était à Trois-Rivières à l'époque, dans le temps. Je coachais au baseball Pee-wee. On avait une très bonne équipe. On avait de très, très bons joueurs. D'ailleurs, un des joueurs était René Marchand, qui a évolué dans la filiale des Expos de Montréal. Dans ce temps-là, Carl Dessart, Normand Rochefort, qui était un aussi bon joueur de baseball, sinon meilleur qu'un joueur de hockey. Normand Rochefort, c'est vraiment un bon joueur de baseball. Puis on avait une bonne équipe. Et à cette époque-là, au baseball, tu jouais des matchs, puis quand il y avait une différence de 15 points entre les deux équipes, le match était terminé. Alors, des fois, on jouait des matchs de 7 manches, puis ça prenait 3 ou 4 manches pour qu'on atteigne les 15 points de différence. Et on demeurait sur place, puis on pratiquait. Alors, l'autre équipe nous regardait pratiquer. Les parents des joueurs de l'autre équipe nous regardaient pratiquer. On avait une bonne équipe. On avait des jeunes qui étaient passionnés par le baseball. Puis, c'est ça. Fait que là, en ayant une bonne équipe, on faisait beaucoup de tournois, des championnats régionaux, championnats provinciaux. Et le directeur général de l'époque des Draveurs de Trois-Rivières, Sylvain Saint-Mars, était également un professeur de mathématiques à la polyvalente que je fréquentais, à Polyvalente Sainte-Ursule. Et mon meilleur chum de l'époque, Gaston Leblanc, était meilleur que moi en mathématiques. Et il était dans la classe de Sylvain Saint-Mars. Et Sylvain Saint-Mars lui avait demandé, ça te tenterait-tu d'être statisticien pour les Draveurs? Tu pourrais demander à ton chum Courteau. Et moi, je le connais à cause du baseball, parce que Sylvain Saint-Mars, il faisait également des reportages à une station de radio de Trois-Rivières à l'époque. Il dit, je le connais à cause du baseball, mais je pense que si tu faisais l'approche avec lui pour être statisticien chez les Draveurs à deux, tu trouvais ça moins long. Et c'est comme ça que ça a commencé. Parce que toi, tu es un gars de la région de la Mauricie. Un gars de Trois-Rivières. T'es Trois-Rivières, carrément. Ouais. Avant d'enchaîner au hockey, le côté baseball, est-ce que ça se peut que tu as déjà coaché contre Roger Brulotte, c'est ça? Oui. Quand j'étais statisticien à Trois-Rivières, puis que là, Michel Bergeron il était tanné d'entendre parler qu'on avait des bons clubs de baseball, puis qu'on avait du succès, ces choses-là. Fait qu'il m'avait dit ton règne de petit frais comme coach, il va se terminer quand tu vas avoir joué contre l'équipe de Roger Brulotte, Immaculée Conception. J'avais dit aucun problème. Fait que nous, dans une petite équipe de paroisse, on jouait dans une cour d'école où il y avait plus de morceaux de charbon dans l'avant-champ qu'il pouvait avoir de poussière de pierre à l'époque. Et on organise un match, puis Roger Brulotte, il vient avec son équipe, le gros autobus voyageur, puis les joueurs débarquent de l'autobus, puis le préposé à l'équipement, il débarque une espèce de gros rack. C'était tous les souliers des joueurs qui étaient là-dedans. Il était vraiment, vraiment fancy. Vraiment, il y avait un très beau costume. Il était vraiment bien arrangé. Et quand le match a commencé, ça a pris 4 manches. On menait 15-0. Alors,
Roger Brulotte, ça nous a fait plaisir. Fait que j'ai dit, quand tu voudras qu'on aille jouer sur un beau terrain de baseball à Montréal, tu nous inviteras. Ça va nous faire plaisir d'aller jouer. On n'a jamais reçu l'invitation pour aller jouer. Et j'avais dit à Bergeron, trouve-toi un autre candidat si tu veux casser notre tradition de bonne équipe au baseball, parce qu'Immaculée Conception, ça fait pas... c'est pas de taille avec nous autres. Comment ça, Michel, il voulait entre guillemets, casser? Il était un peu orgueilleux que le baseball ait plus de spotlight que le hockey? Ouais, non, mais c'est parce que probablement que dans ce temps-là, j'étais peut-être un petit peu arrogant. On avait vraiment un bon club. Mm-hmm. On avait un bon club. Puis quand les jeunes, les parents nous regardaient pratiquer puis ces choses-là, puis là, je disais aux joueurs, oubliez pas, notre avant-champ, il vaut $1 million. La balle, elle se promenait, là, et on était comme ça. Il était venu voir jouer notre club une couple de fois durant l'été, puis ces choses-là. Fait que là, il avait dit, tu joues contre des équipes de paroisse, puis attends de rencontrer une bonne équipe. Fait que j'avais dit, maintenant, la bonne équipe, on va la rencontrer. Puis Roger Brulotte, je l'avais connu parce qu'il venait au match à Trois-Rivières. On le voyait quand on allait jouer à Laval ou quand on allait jouer au Centre Paul Sauvé. Il était toujours au match. Fait que c'était un bon ami à Michel Bergeron. Puis aujourd'hui, on en rit encore de ça, là, quand on a une opportunité de se voir, puis qu'il y a des gens autour de nous, puis là, ils commencent à parler de baseball. Fait que j'ai même pas... Avant, je t'ai oublié de dire, oublie pas de parler qu'il y a déjà une équipe qui t'a battu 15-0. Là, j'y en parle plus. Il prend les devants, puis il mentionne qu'il s'est fait battre 15-0 par une équipe au baseball. Excuse, tu feras juste attention. Je pense que c'est comme ton collet que le micro il frotte. Désolé. OK, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu jouais au baseball à la base? Ouais, je jouais au baseball. J'aimais ça. Quelle position? Je jouais soit à l'arrêt-court ou au champ gauche. Mm-hmm. Mais j'aimais ça, mais j'aimais mieux diriger. Une équipe on avait du fun, on avait des bonnes équipes également. Pas aussi bonnes que l'équipe Pee-Wee que je dirigeais là, en termes de compétition, mais on avait une bonne équipe. On avait un bon groupe de joueurs. J'aimais ça, mais j'aimais encore mieux être entraîneur de notre équipe. Pourquoi tu aimes plus ça comme entraîneur que comme joueur? Je sais pas. C'était peut-être le thrill de voir nos joueurs passionnés, vouloir s'améliorer, faire des pratiques 25-30 degrés à l'extérieur, puis les gars ils étaient toujours présents, puis ça durait 2-3 heures de temps. Les entraînements, les parents étaient là, on allait dans plusieurs tournois qu'on gagnait. Il y avait un endroit où est-ce qu'on n'était pas capable de gagner. C'était au tournoi à l'époque Bantam à Shawinigan Sud. Puis le tournoi Pee-Wee de Mont-Carmel, il y avait rien à faire, on gagnait jamais. On n'était pas capable de gagner dans ces endroits-là. Je sais pas pourquoi. Mais ailleurs, on avait beaucoup de succès. Puis on jouait aussi souvent avant les matchs des Aigles de Trois-Rivières à l'époque, là, dans la Ligue Eastern, qui était le club ferme des Reds de Cincinnati. On jouait souvent avant eux autres. Puis c'était une belle expérience pour les joueurs. Puis comme c'était une belle expérience pour moi aussi d'avoir cette opportunité-là de diriger ces jeunes passionnés-là. On avait une équipe, on était 11 joueurs. Il en manquait jamais un. Ils étaient toujours là, toujours présents. C'était des vrais, dans ce temps-là, c'était des vrais passionnés du baseball. Puis des gens qui aimaient ça. On a eu beaucoup de plaisir. Ça a grandi ensemble. Puis, j'aimais le fait là, de voir ce que ça amenait un groupe de jeunes, la passion qu'ils avaient de vouloir s'améliorer tout le temps, l'esprit d'équipe. On se voyait, il y avait un dépanneur pas loin du terrain où on s'entraînait. On allait là, je leur payais la liqueur aux jeunes avec des sacs de chips. Puis mais on était tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Puis là, l'hiver, il y avait la majorité de ces joueurs-là de baseball se retrouvaient dans la même équipe de hockey, mais c'était pas tout le monde. Peut-être 6-7 joueurs qui se retrouvaient dans la même équipe de hockey. Les autres, soit parce qu'ils jouaient pas au hockey ou qui faisaient une autre activité l'hiver.
Mais au printemps, on revenait toujours ensemble avec notre équipe de baseball. Donc, le sport de ton cœur, est-ce que c'est encore le baseball? C'est la flamme initiale? Je pense beaucoup. C'est sûr que je regarde beaucoup de hockey, puis j'aime le hockey, mais je le fais autant avec le baseball. Hier, j'ai regardé 2 matchs de baseball. La Ligue majeure? Ouais. C'est qui tes équipes? J'aime beaucoup les Blue Jays de Toronto et les Rays de Tampa Bay. Deux équipes que j'aime beaucoup. Tu veux dire les Blue Jays et les futurs Expos? Non, c'est pas vrai. Étant un gars de Trois-Rivières, tu venais souvent voir les Expos à Montréal? Oui, mais je passais beaucoup plus de temps au stade de baseball pour voir jouer les Aigles. Il y avait c'était des bons clubs. Là. C'était des joueurs qui, l'année d'après, ils pouvaient aller avec les Reds de Cincinnati là, jouer pour eux. Fait que ça, c'était un plus. J'aimais ça aller voir ça aussi. C'est qui les joueurs que tu aimes le plus regarder jouer qui sont dans les ligues majeures en ce moment? J'aime beaucoup Guerrero. Tiens. Beaucoup Beau Bichette. Les jeunes, ouais. Que j'aime. J'aime l'ensemble de l'équipe des lanceurs des Blue Jays. Puis également, j'aime comment ils sont dirigés, le genre d'esprit d'équipe qu'ils ont. Tampa Bay, j'aime cette équipe-là parce que c'est pas une équipe avec une grosse masse salariale. C'est pas une équipe où est-ce qu'ils jouent dans un stade rempli à pleine capacité. Mais tu sens que c'est des passionnés de baseball. C'est leur équipe de recrutement à Tampa Bay et de développement, c'est quelque chose à prendre en considération si jamais quelqu'un décide de faire une modification dans son équipe, qui veut aller chercher des gens qui sont bons pour développer des joueurs puis recruter des joueurs. Tampa Bay fait un très bon travail à ce niveau-là. C'est quoi dans le baseball que t'aimes, que tu retrouves pas, mettons, dans le hockey? Tu sais, c'est des sports différents qui ont chacun leur truc. Qu'est-ce qui est dans le baseball que tu dis, ça, il n'y a pas ça dans le hockey? Au baseball, c'est un jeu de stratégie. C'est tout dépendant de l'ordre des frappeurs, tout dépendant de l'allure de la rencontre. Les instructeurs au baseball ont beaucoup à faire dans le déroulement d'un match. Par des signaux, le jeu de cours et frappe, les coups retenus, les vols de but, la position des joueurs au champ extérieur lorsqu'un frappeur X se présente au marbre parce qu'il pense que en étant un frappeur gaucher, ils vont laisser l'espace entre le troisième but puis le 3/4 d'arrêt-court vacant parce qu'il est convaincu qu'il va tirer la balle exclusivement du côté gauche où il est frappeur. Il y a beaucoup de stratégies. J'aime beaucoup la stratégie au baseball qui a un impact direct là, sur le jeu. J'aime également l'habilité. Les joueurs sont tellement puissants. Quand tu regardes des joueurs de champ extérieur là, qui sont à côté là, sur la piste de divertissement, ils attrapent un ballon là, puis la balle a fait un bond, mais là, se rend au marbre. Là, c'est des joueurs puissants, c'est des athlètes. Puis c'est ça que j'aime. Les coachs, je peux comprendre là, maintenant que tu en parles, que t'aimes le coaching au baseball, les coachs sont dans la game. La preuve, sont habillés comme les joueurs. Donne-moi un autre sport où les coachs sont habillés comme les joueurs. Donc, les coachs font partie, d'une certaine manière, du match. Tu parlais de lancer la balle du champ jusqu'au marbre, puis tu parlais de Vlad Junior. Est-ce que tu te souviens qui lançait du champ au marbre sans bon? Son père a déjà... son père, Vladimir Guerrero, père, pouvait te lancer ça des fois sans bon. C'est vrai. Sans, non, c'est vrai. Il y avait, c'était un gars qui avait lancé, avait un bon bras, bras très puissant. C'est effectivement vrai. Vladimir Guerrero père, puis pour ceux qui s'en rappellent pas, moi c'était à mon époque où j'habitais pas loin du stade, mais Vladimir aussi quand il allait au bâton, pas de gants. Pas de gants. Hey! Ça rentre, t'as un bat en bois, ça te vibre jusque dans la colonne.
il te sortait du stade. Bon, bref. Est-ce que j'ai mal pris qu'il est rentré au Hall of Fame avec le chandail des Angels? C'est pas ça que je dis, mais oui, un petit peu. Bon. Tu savais que, tu sais que c'est le, voyons. Est-ce que tu sais c'est le coup de cœur de quel joueur de hockey également, le premier coup de cœur sportif de quel joueur de hockey, le baseball? Le premier coup de cœur sportif de quel joueur de hockey? Quel joueur aurait préféré jouer au baseball qu'au hockey, mais il était visiblement meilleur au hockey qu'au baseball? Est-ce que tu savais que Wayne Gretzky, si c'était juste de lui, ça aurait été le baseball? Ah ouais, non, je savais pas. Wayne Gretzky, c'était juste lui. Je savais que Raymond Bourque était un très bon joueur de baseball aussi, mais je savais pas Wayne Gretzky qui aurait... Ben oui, Wayne, c'était le sport de son cœur. Il l'a toujours dit, c'est le baseball. Et bon, évidemment, l'époque a changé, mais l'époque où Wayne jouait au hockey, là, tu jouais pas au hockey de l'été. Quand c'était fini, puis on se reverra en septembre. Il disait, j'avais tellement hâte de sacrer ma poche de hockey dans le fond du garde-robe, prendre mon gant de baseball, puis aller jouer jusqu'à la fin de l'été. Donc, Wayne, écoute, je pense qu'il a pris la bonne décision, mais je te dis juste que il y avait, ça peut expliquer aussi son intelligence. Tu sais, comme tu as dit, tu as parlé de stratégie, c'est un cerveau, là, c'est un joueur d'échecs sur patin, Wayne. Fait ceci explique peut-être cela. Quand tu as nommé tantôt Normand Rochefort, les plus jeunes seraient peut-être pas familiers. Fais-tu référence au défenseur qui a joué pour les Nordiques et à la Coupe Canada 87, si je ne m'abuse? Exactement. C'est de lui qu'on parle. Il a joué chez les Nordiques de Québec. Wayne Gretzky avait d'ailleurs dit par rapport à la Coupe Canada 87 qui était, écoute, méga bourré de noms très très connus là, de Mario Lemieux à des Rick Tocchet, des Dale Hawerchuk, mais Normand Rochefort était là, puis Wayne Gretzky avait déjà dit on était bon du top jusqu'au bottom, puis il avait nommé avec des gars comme Normand Rochefort qui ont été très solides en défensive. Je me souviens que Wayne avait nommé Normand Rochefort. C'était un gars qui était un joueur normalement très physique. C'était un joueur très intelligent pour passer la rondelle. Mais c'était également un joueur qu'il fallait que le trainer passe derrière son casier pour s'assurer qu'il avait mis les patins dans sa poche puis que les gants étaient là. Parce que c'était un gars qui il pouvait être lunatique. Dans certaines situations, là, il fallait toujours que tu t'assures qu'il était correct. Puis, c'était un gars comme ça. Normand Rochefort, j'avais une anecdote avec lui. On joue, on est les championnats provinciaux, puis on joue à Sherbrooke. Puis on joue contre le club local Sherbrooke. Puis à l'époque, il y a Alain Grenier qui lance un gaucher. C'est un très, très bon lanceur. Puis je l'avais vu lancer à quelques reprises, puis il aimait ça, ce lanceur-là. Quand il y avait l'avantage sur les frappeurs, 2 prises, pas de balle, ou 2 prises, une balle, il lançait une balle à l'intérieur pour juste faire tasser le frappeur du marbre, là, ou le déranger un peu, puis voire même jusqu'à essayer de lui faire peur. Puis moi, à la chambre avant la game, puis là, je parle du lanceur, puis je dis aux joueurs, je dis, OK, boys, attention, Grenier, il y a un style particulier que quand il est en avance sur le frappeur, 2 prises, une balle, 2 prises, pas de balle, il va faire un lancer à l'intérieur pour vous tasser du marbre, puis ça se peut là, que tu tombes à terre, puis que ces choses-là. Puis là, moi, s'il y a quelque chose que je vous dis, là, faites juste sortir de la boîte des frappeurs, faites 2-3 pas dans sa direction, regardez-le juste pour lui montrer là qu'il vous a pas dérangé. Fait que Normand Rochefort arrive au bâton, puis que le Grenier prend l'avance sur lui. 2 prises, il a frappé 3 fausses balles. Là. Il a 2 prises, pas de balle. Puis là, il en lance une en dedans. Puis là, Normand, il tombe. Dans la boîte des frappeurs, dans ce temps-là, il mettait beaucoup de chaud. Puis là, il tombe, puis il est plein de chaud. Puis là, d'un coup, il part. Puis là, il s'en va, puis il marche vers la monticule. J'étais au 3e but. Fait que là, j'ai crié, Normand, tu t'en vas? Non, il dit, je suis pas inquiet, tu vas juste aller dire qu'il m'a pas fait peur. T'allais dire de proche? Ouais, j'allais dire de proche, il m'a pas fait peur. Y a-tu dit? Non. Mais non, il a arrêté là, de marcher. Je suis arrivé, puis il avait lâché un cri pour savoir ce qu'il allait. Là, Prends une marche. Ouais, et il jouait quand il jouait pour les Nordiques, je travaillais pour eux autres également à l'époque. Puis Normand Rochefort était souvent blessé.
Et il y a un échange qui s'effectue entre pour aller chercher Gilbert Delorme. Je ne sais pas s'il jouait avec le Canadien ou avec Détroit à l'époque. Là. Gilbert Delorme. Fait que tout le monde connaît Gilbert Delorme, là, qui est un gars qui s'entraîne, un gars qui prend soin de lui. Normand Rochefort est tout le temps blessé. Fait que là, on est dans le vestiaire, puis on promène Gilbert Delorme pour présenter aux joueurs. Normand Rochefort est dans le bain, il est dans le bain tourbillon. Fait que là, il donne la main, il dit à Gilbert Delorme, il dit, nos deux, là, ils vont faire toute une paire de défense. Il dit, toi, tu vas être les bras, puis moi, je vais être le brain à défense. Que là, fait, t'es Colin, on va être dans le trouble, là, si c'est cette paire de défense. Ils ont-tu joué ensemble, finalement? Ah ouais, ils faisaient jouer ensemble, ouais. Attends, Gilbert est passé au podcast, d'ailleurs, dans les épisodes. Ah ouais, non, c'est une bonne personne. T'aimes le baseball, t'aimes les statistiques, t'aimes la stratégie. Je peux pas te demander si t'as lu / vu le film ou le livre, dis-je, à la base Moneyball. As-tu lu Moneyball? Ouais. J'ai vu le film. Ouais. Tu sais, je veux dire, juste pour pas avoir l'air exagéré, je veux dire, je l'ai vu 3 fois. Mm-hmm. Ah, je l'ai vu plus que ça, fait que tu peux être plus généreux que ça. Non, c'est ça. Mais toutes les fois que je regarde ce film-là, il y a toujours un petit bout que j'apprends, que j'avais pas pris la première fois ou la dernière fois que j'avais regardé. C'est génial, ce film-là. Génial. C'était écœurant. Moi, j'ai vu le film, puis après, j'ai retourné, j'ai acheté le livre. J'ai lu le livre, puis évidemment, un film peut pas tout contenir ce qu'il y a dans un livre. Sinon, le film serait 9 heures, puis c'est pas le même format, c'est pas le même médium. Est-ce que tu as lu le livre? Non, j'ai pas lu le livre de Moneyball. Ah, écoute, je pense que je vais te l'envoyer par la poste. S'il y a des affaires que tu as repognées dans le film les autres fois, le livre, là, il y en a encore plus, là, tu sais, puis toutes les coulisses, fait que je te suggère, je sais pas si c'est ta fête bientôt, là, mais tu le mettras sur ta liste. Non, mais c'est en plus avec les liseuses électroniques, là, c'est génial, là, ça. Oui, c'est carrément. Donc, tu te ramasses statisticien avec les Draveurs de Trois-Rivières. T'as quel âge à ce moment-là? T'es jeune. Ouais, j'ai en 75. Fait que j'ai la saison commence. Moi, je suis comme en octobre, là, fait que je suis comme ils appellent un late, là, mais en 75, okay, j'ai fait 2 ans à Trois-Rivières. 75, 76, 76, 77. Fait que en 75, c'est ça, là, je venais d'avoir 18 ans. Je fais 18-19 ans, parce qu'après, quand je suis allé travailler avec le bureau de la Ligue avec Québec, j'avais 20 ans. Fait qu'à 18 ans. J'avais l'âge des joueurs. Tu rentres à 18 ans comme statisticien. Qui est l'entraîneur des Draveurs de Trois-Rivières? Le grand Michel Bergeron. Oui, le grand métaphoriquement. Il est physiquement quand même plus grand que Roger Brulotte, je pense. Ouais, c'est ça. Ben oui, Michel Bergeron, le tigre pour les intimes. Première question, à quoi ça ressemble les statistiques en 1975? On est loin de Moneyball, on est loin des statistiques avancées. C'est quoi tu prends comme statistiques? Ouais, on est très loin de ça. C'est au début, ça se limitait aux mises au jeu, puis au lancer. Même pas les mises en échec. Tes mises au jeu, lancer, plus et moins. Ça se limitait à ça au début. Là, après ça, on a instauré, Gaston et moi, la statistique des mises en échec données. Puis, mais souvent, si on perdait, parce qu'on allait lui montrer les statistiques en chaque période, contenant à la main, on arrivait avec notre pile de feuilles. Puis quand on tirait de l'arrière entre une période, des statistiques qui, je sais pas s'ils regardaient pendant 2 minutes de temps, puis ils critiquaient tout le temps. Ils critiquaient la justesse. Fait que dans ce temps-là, c'était pas l'époque des vidéos, puis c'était pas l'époque de. Fait que ses joueurs préférés auraient dû avoir plus de lancers qu'on lui en donnait. Puis quand ça est arrivé avec les mises en échec, c'est la même affaire. Ses défenseurs préférés devaient avoir plus de mises en échec que ce qu'on donnait. mais c'était ça, tu sais, c'était ça qu'on avait comme information qu'on donnait. Il vous croyait pas tout le temps, là. Il disait pas tout le temps. Quand on perdait là après une période là, il croyait pas les stats,
émotif. C'était de la merde, là, puis fait que... Est-ce que c'était un coach qui utilisait les statistiques? C'était quoi c'était quoi sa relation? Lui, dans le moment, c'est un gros gars de feeling. Gros gars de feeling. Là. Lui, il arrivait, puis il calait tel trio pour commencer une période. Puis si ce trio-là avait été menaçant, puis qu'il avait créé des choses, puis qu'il y avait eu les 2 premières mises au jeu dans la zone adverse, là, ce trio-là, ce soir-là, il attache tout ça qu'il va en avoir de la glace. C'était un coach de feeling. C'était un gars qui lui, là, arrivé avant la game, j'ai pas un bon feeling. Là, j'ai vu le capitaine David rentrer. Il a de l'air mou, il est pas prêt. Que mais c'était un coach comme ça. Les statistiques, c'est un complément. Mais c'est davantage un coach de feeling, Michel. C'est ce que j'imaginerais, honnêtement, du peu qu'on connaît du personnage. C'est ce qu'on imaginerait. Comment il était comme boss, Michel Bergeron? Qu'est-ce qu'il vous demandait? C'était pas un gars exigeant par rapport à ça. C'était un gars, par contre, qui passait beaucoup de temps à parler, à poser des questions, à demander comment on avait vu telle situation de jeu. Où lui, il pouvait arriver là puis dire à soir, surveiller tel joueur adverse. OK, je vais mettre surveiller tel joueur adverse, comment il entre dans la zone, comment il réagit aux mises en échec, comment il se comporte en général. Il mettait de l'emphase là-dessus pour avoir des rapports, là, de voir si on avait une perception où il y avait différente de ce que lui pouvait voir là, derrière le banc. Là. Mais c'était un gars qui aimait beaucoup parler de la game. Lui, il pouvait la rejouer la game là, 2-3 fois. Après une soirée, là, on allait tout le temps manger à un restaurant à Trois-Rivières, Gigi Steakhouse, là. Puis bien souvent, on partait de là quand le concierge nous passait le balai à ses pieds, là. Qui était tenu de nous voir dans le restaurant, là, puis il y avait eu 3 lascars qui avaient été faites, là. C'était un gars qui était constamment comme ça. Et au-delà de ça, c'était un gars qui avait toujours une gang de chums. Sa gang de chums de Saint-Michel, puis venait souvent à Trois-Rivières voir les matchs le mardi soir, ou on va aller à Laval le lundi, puis après la game, on allait manger soit sur Michel Barbecue à Montréal ou Gigi Steakhouse à Trois-Rivières, puis là, c'est parler de la game, puis qu'est-ce que les gars avaient vu, puis comment ça fonctionnait, puis ces choses-là. Fait que c'est un gars qui était comme ça. C'est un gars un coach de feeling, puis qui aimait entendre les opinions des autres personnes. Un gars qui s'est fait connaître pour ses envolées, colériques. Est-ce que tu as déjà subi les foudres de Michel? Oui, Gaston. D'ailleurs, c'est Gaston Leblanc, mon chum à l'époque, et statisticien, qui est encore mon ami aujourd'hui. On avait nous autres la responsabilité de commander les lunchs après la game. C'était pas compliqué, là. C'était 25 poitrines de poulet. C'était pas chinois, là, qu'est-ce qu'on avait à commander. Fait que on s'en va à une game à Sherbrooke. Puis avant la game, il dit là, j'ai un mauvais feeling, là. Attendez avant de commander le lunch. Puis on attend, on commandait le lunch. Après la première période, on perdait. Attendez avant de commander le lunch, là. Puis, après la deuxième période, dans son langage coloré, il fait, là, on fait quoi, là? Commandez-les le petit poulet. Fait que, on commande le petit poulet. Que, on descend après la game. On a perdu 7-0 à Sherbrooke. Fait que, les deux mousquetaires, on s'en vient dans le corridor avec nos feuilles des mains. Puis quand on s'en vient dans le corridor au Palais des Sports à Sherbrooke, il y a les boîtes de poulet qui sont là. Puis, mettons exemple, à l'époque, là, je dis n'importe quoi, là, 25 poitrines de poulet,
ça coûtait, mettons, 200 piastres. Fait que là, le gars arrive puis il dit à Bergeron, OK, la facture des poulets, c'est 270 piastres. 270 piastres, voyons, tabarnak, c'est quoi de commander là? Il dit, écoute, là, relax, là, t'as 25 demi-poulets, OK? Puis là, j'ai des poitrines, puis fait que là, quand il nous voit, c'est lequel de vos deux qui a commandé le poulet? Fait que là, on l'avait entendu, là, faire la crise au livreur de poulet, là. Fait que aucun de nos deux, on répond qui avait commandé le poulet. Puis là, il est choqué noir, puis là, il donne un coup de pied sur les boîtes de poulet. Là, ça revole, le poulet revole sur mon chum, la sauce brune coule sur lui, puis là, on va pas bien, puis là, il n'y a pas de poulet après la game, puis il continuait à dire, qui a commandé le poulet? Puis là, on répond pas. Aucun de nos deux. Puis encore aujourd'hui, là, il m'achale avec ça. Qui a commandé le poulet? Puis on n'a jamais dit qui avait commandé le poulet. Faut pas dire qui avait fait l'erreur d'arriver. Puis ça aurait été trop facile de dire c'est moi qui ai commandé le poulet. Puis j'avais dit 25 poitrines. Je sais pas pourquoi il est arrivé avec 25 demi. Mais il n'a jamais su qui avait commandé le poulet. Fait que là, quand on est dans l'autobus, en revenant de Sherbrooke, mon chum, il me dit hey, écoute, là, on faisait 500 piastres par année à deux. 250 $. Il nous donnait 125 $ aux fêtes, puis 125 $ à fin d'année. Fait que mon chum Gaston Leblanc, il fait, eh ben là, moi de la sauce brune de mes culottes, là, c'est la première fois que j'ai ça. Fait que on débarque d'autobus à Sherbrooke, puis le lendemain, à pratique, il me présente à pratique, puis là, je suis tout seul. Fait qu'il dit, qui est ton chum? Je dis, il est resté chez eux, puis il reviendra plus. Comment ça, il reviendra plus? Ben, je dis, la sauce brune, il est mieux à manger, lui, que de l'avoir sur ses pantalons. Il n'a pas aimé ça. Puis, là, les joueurs étaient choqués de ne pas avoir eu de poulet après la game. J'avais perdu, mais là, ils comprenaient que Gaston Leblanc n'avait pas aimé ça. Puis, il n'est jamais revenu. Puis là, j'avais fini la saison, puis j'avais fait l'autre saison d'après seul, les 2 ans. Gaston, il avait fait peut-être un peu plus qu'une demi-saison. On était pas mal sur la fin de la saison. Il était parti. Parce que toi, t'avais commandé 25 poitrines, mais le gars avait amené 25 genre demi-poulet ou quelque chose comme ça. Mais je suis pas capable de dire si on avait commandé 25 poitrines ou si on avait commandé 25 demi. Puis je suis pas capable de dire c'est qui. La seule affaire que je sais, c'est qu'il est arrivé une livraison de 25 demi-poulets. Puis ça donnait mal. Ce soir-là, il était pas de bonne humeur, Michel. Non, on avait perdu 7-0. Et il était vraiment pas de bonne humeur. Non, vraiment pas de bonne humeur. Une victoire, ça aurait été comme, qui c'est qui a commandé ça? C'est une bonne idée, on en a plus. Ouais, non, c'est ça. Non, ben non. Qui a commandé ça? Puis là, on avait un argentier, M. Bédard, il avait dit, ben là, je vais lui dire que 50 pièces de plus qu'il l'enlève de sur votre paye. Là, non, c'est tough d'enlever de l'argent du bénévolat, en tout cas, bref. Ah ouais, non, mais on faisait ça par passion. J'avais aussi lu que Michel te demandait aussi de regarder quelque chose qui était hors glace. Il te demandait de regarder dans les estrades. Qu'est-ce qu'il te demandait, Michel, d'observer aussi? Ça te dit-tu de quoi? Tu te souviens-tu de ça? De regarder dans les estrades. À savoir, t'as déjà dit que il te demandait de regarder dans les estrades, à savoir quel dirigeant d'équipe adverse était présent. Ah, ouais, non. Et ça, c'est quand il voyait, lui Michel, c'était un gars qui aimait endormir le coach d'équipe adverse. Fait que dès que l'autobus des adversaires arrivait à Trois-Rivières, il y avait quelqu'un, un monsieur d'un certain âge là, qui était là. C'était comme une espèce d'homme à fer qui s'appelait Monsieur Paul Bisson. Puis là, Michel, il disait, Monsieur Bisson, allez chercher Justin Delage. Je vais y parler avant le game. Puis là, il parlait avant le game, comment ça va, puis qu'est-ce qui se passe, puis es-tu content de ton club, as-tu des joueurs à échanger, puis cette affaire-là, puis et moi, j'ai de la misère avec mes joueurs, la 3e ligne joue pas bien. Puis là, il endormait un gars comme ça, il lui parlait tout le temps, puis dans les... quand on était, ça, il faisait ça quand on allait jouer à Laval, parce qu'à Laval, c'était la place où que tout le monde se réunissait le lundi soir, là. À l'époque, dans ce temps-là, la Ligue était très métropolitaine, tu sais, les équipes, là, étaient très près un de l'autre. Fait que, pour voir qui était là, de s'informer si... Après ça, ils appelaient le lendemain, quand il arrivait à son bureau, ils appelaient le lendemain, « Ouais, t'étais au match hier, t'es-tu venu jouer tel joueur, puis j'ai donné de la glace juste pour être sûr que tu le vois comme il faut, puis quand est-ce qu'on finit l'échange, ces choses-là. » Il faisait ça comme ça.
c'était un gars qui était tout le temps à l'affût de pouvoir penser à quelque chose. Lui, c'était pas rare là que après un match à Trois-Rivières là, que là il disait, il me semble si je l'appelle tel gars là, tel coach ou tel gérant, puis je proposais tout de suite là, de faire tel échange je vais en faire. Puis là, il appelait chez eux. Il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là. Il réveillait tout le monde dans la maison là, le soir. Il s'excusait pas là. Et là, il faisait hey, Rodrigue, je t'appelle là, parce que là, je pense qu'on est dû faire un échange, puis ça ferait du bien à nos clubs respectifs. Puis il était tout le temps comme ça, tout le temps à l'affût. Ça marchait-tu? Ah oui, souvent ça fonctionnait. Ah ouais. Souvent ça, souvent ça fonctionnait. Il y avait cette réputation là de tout le temps, tu sais le podcast, le Dread sur le tape, là, lui était sur le puck. Lui était sur le puck, là, comme on peut s'exprimer ici, là. C'était, il ne pensait qu'à ça. C'était tout le temps ça. Tout le temps ça. On allait se faire couper les cheveux chez Ménic une fois par mois pour voir s'il y avait d'autres gérants qui étaient allés chez Ménic puis qui avaient parlé des travaux de Trois-Rivières, puis il y avait des joueurs qui l'intéressaient, puis il était constamment tout le temps en train de parler de ça. Tout le temps. Obsédé avec le hockey. Ouais. Obsédé avec le hockey, 12 mois par année. Qu'est-ce que tu as appris le plus de Michel Bergeron, de ces années-là, comme à Trois-Rivières? Sa passion pour la game, mais c'est un gars qui était très dévoué, là. Tu sais, le club pratiquait à 4 heures l'après-midi, il était au bureau à 8h30 le matin. Puis tu sais, dans ce temps-là, t'avais pas de vidéo, t'avais rien, là. T'avais les journaux, là, le Montréal Matin, le Journal de Montréal, le journal local, la Nouvelliste. Puis il passait le reste de son temps au téléphone. Puis le midi, il jouait aux cartes. Puis après ça, quand il a fini de jouer aux cartes puis de manger ses hot dogs ou ses sandwichs, il recommençait à téléphoner au monde. Puis après ça, il prenait une demi-heure, 3/4 d'heure pour préparer sa pratique. Puis là, il appelait des fois dans les familles de pension pour dire quand tel joueur va arriver de l'école, Didi qui arrive à l'aréna 15 minutes tout de bonne heure. Il voulait faire un meeting avec lui. C'était un gars qui... ce que je retiens de lui, là, c'est un gros travaillant. Toujours à l'affût de voir ce qu'il pouvait faire pour améliorer son équipe. Tout le temps. C'était constamment. Est-ce qu'il était surnommé le Tigre à l'époque? C'était-tu déjà? Ça vient d'où, ce surnom-là? Ça vient de son tempérament. Il était très colérique derrière le banc. À l'époque, là, il se prenait avec des spectateurs. On est à Sorel, on est en arrière du banc pendant la période d'échauffement. Puis là, derrière nous autres, là, la première rangée, là, il y a un couple qui est là. Puis la madame puis le monsieur, là, il crie après Bergeron, puis tout ça, puis il lâche pas. Fait que là, le monsieur, à un moment donné, puis Bergeron, il lui répond. Puis là, le monsieur, il dit toi, tu dois être heureux dans la vie avec le salaire du fer Trois-Rivières à grandeur de pied que t'as. Tu payes pas de taxes sur tes souliers. Fait que lui, il surveille de bord, puis il dit à sa femme, il dit toi, t'es venu au hockey, là. T'as même pas pris le temps de faire la vaisselle chez vous avant de t'en venir. Puis là, le gars, il choque noir, là, puis il crie après lui, puis là, je dis, on va s'en aller dans la chambre, là. Il va arriver de la merde. Là, on est en allé dans la chambre. Un coup, à Chicoutimi, il y avait pas de baie vitrée en arrière du banc dans ce temps-là. Puis il marchait en arrière du banc tout le temps. Puis là, il y a un spectateur qui était descendu d'en haut, puis il est arrivé sans se compter à lui, puis il l'a frappé directement sur le museau. Que là, ça a fait un gros scandale. Là, il était tombé à terre, puis là, tout le monde pensait qu'il ne se relèverait pas jamais. Oh, oui. Ouais. Il a frappé en arrière du banc. Puis là, on s'est en allé. Le match suivant, qu'on est retourné jouer à Chicoutimi, c'est mentionné tout le temps, c'était le 1er avril. Puis on était en série contre Chicoutimi et ça brassait beaucoup.
Fait que là, quand on était à Chicoutimi, on mène 2-0, on brasse, il y a eu une coupe de bataille, on a tout gagné. Puis là, on s'était fait asseoir, Gaston Leblanc et moi, dans le milieu des estrades. Il y avait une petite galerie de presse, là, où est-ce que le père de Claude Canville, son père, était là, à côté de nous autres. Puis il y avait 4 places, on était 2 statisticiens. Puis là, il y a des gens qui étaient descendus, des gens d'un groupe bien structuré de motocyclistes. Et il avait dit une chance qu'il n'y a pas personne de Trois-Rivières qui est ici à soir, parce qu'on en mange une vraie. Fait que il y a quelqu'un qui dit, qui est assis en avant de nous autres, il dit, je comprends pas qu'est-ce que ces 2 sardines-là font, mais ils viennent de Trois-Rivières. Les 2 sardines, c'était nous autres, Gaston Leblanc et moi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, les autres, pourquoi ils applaudissent pas, ils font pas rien. Ils viennent de Trois-Rivières, puis là, les gens avaient commencé à crier après nous autres, à Chicoutimi. Fait qu'à peu près une période, on mène. Puis moi, j'arrive, puis je donne les feuilles de statistiques à Bergeron, puis là, je dis, je t'informe que c'est la dernière période qu'on vient ici. On vient plus, on sort pas d'ici, on retourne pas dans les estrades. Pas vrai, voyons donc. Non, on retourne pas dans les estrades. Puis là, la game a continué, ça brasse, puis il arrive une coupe de bagarre, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui lancent des bombes dans l'aréna, mais des bombes puantes. Là. Ça sent mauvais, ça n'a aucun bon sens. Fait que là, on est dans l'autobus, on s'en retourne après la game à l'hôtel. C'était l'hôtel de Montagnet. Et là, notre linge sentait tellement mauvais que là, on avait été voir la personne de l'hôtel, le gérant, puis là, il avait dit, donne-nous une salle, puis là, avec des racks et des supports, on va venir mettre notre linge ici. Fait que là, les joueurs, tout le monde, on se promenait dans l'hôtel, dans le lobby, avec nos bottes d'un pied, en bobette, puis on allait porter notre linge là. Puis là, il avait fait mettre une espèce de grosse fan pour faire enlever la senteur que ça sentait mauvais, là, ça avait aucun bon sens. L'équipement des joueurs sentait mauvais et on était revenu de Chicoutimi, là, ça sentait mauvais, là, ça avait aucun sens. Mais là, ça de voir les 25 personnes qu'on était, ou 30 personnes, là, se promener, on était en bobette et avec des bottes d'un pied pour aller porter les vêtements là-bas parce qu'il y avait un match, une chicane. Là, on dirait une audition de danseurs nus qui sont en ligne. Ouais, c'était pas vraiment le cas. Pas vraiment le cas. À l'époque où les gens amenaient des bombes puantes au game. Qu'est-ce qui est devenu? Ouais, par rapport à Michel, Michel Bergeron, mais sa femme s'appelle Michel E. Qui t'aurait fait, qui a été responsable, si je ne m'abuse, de ta première voiture. Raconte-moi ça. Ouais, elle était responsable de ma première voiture. Elle avait, c'était une Datsun B210, puis là, j'avais parlé de ça, que je cherchais une auto. Là, tout de suite, Bergeron est arrivé, il a fait, OK, t'arrêtes ça. Ma femme, elle va te vendre son char, puis que j'avais acheté le véhicule de Michel E. Puis là, j'avais eu, dans ce temps-là, il y avait un monsieur qui s'occupait des pensions, monsieur Werner, qui m'avait dit, regarde, aucun problème, je vais m'arranger avec Michel E. Je vais payer le véhicule, puis toi puis moi, on va s'arranger pour le remboursement. Je vais faire un deal avec toi pour savoir comment tu vas me rembourser par mois, là, parce que c'était pas 500 pièces par année que j'étais capable d'acheter le véhicule. Là. Fait que c'est comme ça que j'ai eu le véhicule de Michel E. Wow. Parce que là, dans l'époque des draveurs, puis ça, t'es encore jeune, tu vas encore à l'école. Ouais. Raconte-moi pourquoi ton père, à un moment donné, t'a convoqué par rapport au cours de dactylo, là, si ça te fait te rafraîchir. Eh bien, j'avais trouvé, d'abord, premièrement, pour faire les statistiques, les rapports, puis tout ça, fallait que j'apprenne à écrire à la machine à écrire dans ce temps-là, les dactylos. Fait que pour que je puisse faire ça, il fallait que je m'inscrive dans ce qu'il appelait c'était le cours commercial. Et là, le cours commercial, on était beaucoup moins nombreux. On était le même groupe qui était dans la classe du matin au soir. On se promenait pas de local, là, comme partir d'un local, c'était ton cours de mathématiques, tu en allais dans le local du prof de mathématiques, on restait dans la même classe, c'était les professeurs qui venaient. Fait que quand j'ai appris ça, j'ai su ça après, là, quand t'étais pas à l'école au début le matin, t'étais considéré comme absent. Mais moi j'arrivais, parce que quand on voyageait, là, je faisais comme les joueurs, je me présentais à l'école plus tard.
Fait que là, j'arrivais au cours, mettons exemple, après 10 heures, là, 10h30. Fait que un moment donné, mon père, des fois, il venait dîner chez nous. Puis là, le téléphone sonne. Ma mère, elle était pas là, elle travaillait. Puis lui, il répond au téléphone, là, semble-t-il. Fait que là, le directeur, il dit, écoutez, juste vous dire que ça fait 1 semaine et demie que votre garçon n'est pas venu à l'école. Fait que quand j'arrive chez nous pour dîner, fait que comment ça va à l'école? Ça va bien. À l'école. Les travaux, tout est correct. Oh, oui, je vais très bien à l'école. Je sais pas c'est quoi le problème? Ben, il dit, tu trouves que ça va bien pour le vrai? Tu fais 1 semaine et demie, t'es pas à l'école. C'est quoi? Tu fais 1 semaine et demie, t'es pas à l'école. Man, 1 semaine et demie, je suis pas à l'école. Je vais à l'école. Voyons. Hey, je viens d'avoir un téléphone du directeur. Monsieur Fournier. Monsieur Fournier, je dis, ah oui, mais je vais aller le voir, je vais à l'école. Fait que là, mon père, il dit, on va y aller ensemble. Oh. Fait que, ouais, ça va pas bien. Fait que là, on était partis. Fait que là, je rentre à l'école avec mon papa. Et à cet âge-là, on s'en va dans le bureau du directeur. Fait que je dis, j'avais appelé mon père, je dis, je vais pas à l'école. Je fais 1 semaine et demie, je vais pas à l'école. Ah oui. Là, il explique que le matin, si t'es pas là en partant, t'es conseiller m'étant absent. Fait que je dis, je suis directeur, je savais pas ça, que c'était comme ça. Puis 2, je vais vous expliquer, là. J'étais avec des travailleurs de Trois-Rivières, puis je dis, quand on revient sur de la route, là, je dis, je fais comme les joueurs. Je dors, puis j'arrive à l'école à 10 heures. Fait que là, je vais à mes cours. Je manque peut-être les 2 premiers cours, mais je vais aux autres cours. Fait que là, il y a une chance qu'il me pose pas une autre question pour me dire, ça se peut que tu partes plus de bonne heure aussi, des fois dans le jour. Lui, il faisait juste checker les absences le matin. Parce que quand on partait sur la route, des fois, là, je partais de l'école à 2h30 pour aller prendre l'autobus, puis s'en aller à Montréal, puis chose là. Fait que là, il a parlé à mon père. Fait que là, mon père, quand on est sorti du bureau du directeur, qui dit, penses-tu que tu vas être statisticien toute ta vie? Non. Je suis pas statisticien toute ma vie. Mais là, j'aime ça. Fait que, pas statisticien toute ma vie. Fait que là, j'avais vraiment peur qu'ils me disent, là, t'arrêtes d'être statisticien puis tu vas aller à l'école tout le temps. Fait que là, il me dit, il faut plus jamais que le directeur me rappelle, me dise que tu vas pas à l'école. Fait que là, ça avait été terminé. On revenait de la route à 1h du matin. Dans ce temps-là, c'était pas trop loin, là. On venait à 1h du matin. Fait que je me levais le matin, j'allais à l'école. Puis, mais c'est comme ça que c'est arrivé qu'il disait que je n'allais pas à l'école. T'as coupé tes nuits, t'as coupé un petit peu tes nuits. Ouais, coupé mes nuits, là. Il n'y avait pas de récupération. Fait que ceux qui en ont payé le prix, là, c'était les joueurs, parce que probablement que mes stats, c'est pas tout le temps bonne, là. Il manquait de sommeil un peu. T'as été statisticien pendant un temps, tout ça, mais gros changement en 1980. T'as step up. Parle-moi de quel poste t'as accepté en 1980. En 1980, j'ai accepté le poste de directeur général des Remparts de Québec. Beaucoup de gens, je suis sûr, ne savent pas que Gilles Courteau a été directeur général dans le junior majeur. Directeur général des Remparts de Québec parce que ce qui était arrivé, c'est que je travaillais au bureau de la Ligue. La Ligue en avait un bureau permanent. Puis à l'époque, Martin Madden était directeur général des Remparts de Québec. Et lui, il a une offre pour aller avec Martin Madden père, il a une offre pour aller avec les Nordiques comme directeur général adjoint et recruteur-chef. Maurice Fillon avait offert ça. Fait que là, le poste est devenu vacant. Puis l'équipe des Remparts de Québec, ça appartenait dans ce temps-là aux sportifs de Québec et un autre groupe d'hommes d'affaires, une autre cellule de gens d'affaires, là, dont Michel Côté, Jean Sirois et compagnie. Puis il était venu me rencontrer. Il avait été rencontré M. Dumont avant. Puis M. Dumont, il avait dit, je pense que Courteau, il est mieux être avec une équipe qu'avec la Ligue. Fait que on va le laisser aller. Fait que là, il m'avait rencontré, puis j'étais devenu directeur général à cette époque-là. Directeur général à 23 ans. Il est quand même très jeune. Je pense que Kyle Dubas, ça me rappelle, mon Dieu, Kyle Dubas à Sault-Sainte-Marie à 25 ans. Mais c'est quand même assez rare. T'étais-tu un bon GM? Si j'étais un bon GM, je peux pas dire que j'étais un bon GM. J'étais jeune. Et j'étais vraiment jeune. Puis j'avais pas la même
le même entourage que de gens d'expérience que j'ai eu, exemple, quand j'ai été nommé président en 86. Là. J'avais pas cette même expérience-là. Que tu sais, je considère que j'étais à ce moment-là, j'étais peut-être à 23 ans de diriger une équipe de hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Tu sais, je dirais pas que c'était trop gros, mais j'avais peut-être pas l'expérience nécessaire. Mais j'ai eu le support des propriétaires qui, pendant 5 ans, j'étais demeuré en place. Les 2 dernières années que j'étais là, le club appartenait au Nordique. Fait que là, tu sais, Gilles Léger était président des Remparts. Lui, il a donné un bon coup de main pour bâtir l'équipe, puis voir, tu sais, arriver. Si je l'avais connu quand je suis arrivé en 80, peut-être qu'elle était un peu différent, là. Mais c'était quoi le plus dur? C'est quoi le plus dur quand t'es arrivé là? T'es arrivé là à 23 ans, t'as jamais fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Wow. Puis mettons, arrivé là à 23 ans, ça faisait déjà ça faisait 5 ans que j'étais dans la Ligue, là. Okay, 2 ans statisticien, 3 ans avec la Ligue. Tu sais, je connaissais beaucoup de monde, je connaissais les médias, il y a pas quelque chose que je connaissais, le métier dans la façon de bâtir des équipes. On avait des bons joueurs, on a fait des échanges qui n'ont pas toujours été des bons échanges. Tu sais, j'ai probablement fait des échanges, c'était un peu trop émotif, un peu trop de choses comme ça. Mais puis on s'était fait battre une année par semi-finale par Cornwall dans 7 matchs, puis on gagnait la Coupe Memorial. Fait que tu sais, on avait des bons clubs. Tu sais, j'ai eu Guy Charon comme entraîneur, j'ai eu Ron Lapointe, Fred Dixon. J'ai eu des bons entraîneurs pendant les années qu'on était avec les Remparts, mais tu sais, c'est juste manqué là, un peu d'expérience sur comment tu sais, de pas être trop émotif pour faire des échanges. Au niveau de la séance de sélection puis ces choses-là, j'avais un bon recruteur-chef, là, Roland Salois, et des bonnes personnes d'expérience. On avait des bons clubs, mais il manquait juste un petit peu la touche expérimentale à mon niveau, là. Tu l'as dit, les Nordiques étaient propriétaires les 2 dernières années, là, 83-85. Tu travaillais par le fait même pour les Nordiques. Qu'est-ce que tu faisais comme job pour les Nordiques? J'étais un peu le secrétaire de route. Quand l'équipe allait sur la route, là, au niveau de... encore là, tu sais, que Maurice Sillon, Michel Bergeron, les chambres d'hôtel, la réservation d'avion. Je travaillais beaucoup avec Michel Lapointe à l'époque. Surtout s'occuper là du personnel hockey. OK. C'était très administratif, là, oui. Ouais. Qu'est-ce qui a mené en 85 au départ des Remparts de Québec? C'est Marcel Aubu qui était président des Nordiques. Puis on commençait à avoir des bonnes assistances au Remparts. Puis lui, j'avais dit à un moment donné à l'époque, quand il avait acheté l'équipe, puis il m'avait rencontré, il m'avait dit c'est quoi qu'il faut qu'on fasse là, pour mettre du monde. J'ai dit ça va être l'affaire la plus facile. Il dit aux détenteurs de billets de saison des Nordiques, tu vas leur charger $100 additionnels, tu vas lui vendre un billet de saison des Remparts. Fait que dans ce temps-là, mettons un exemple qu'il y avait 8000 détenteurs de billets de saison. Fait que j'ai dit ça va nous faire de l'argent pour notre opération. Puis nous faire tout de suite 800 000 de revenus, là. Fait que ça va nous aider par rapport à ça. Fait que lui avait dit cet argent-là, j'en ai besoin pour moi, on fera pas ça. Puis on était pas en confrontation, mais tu sais, on était il posait souvent des questions, il parlait souvent, puis là, je disais, ben là, moi, c'est Gilles Léger, le président, là, fait que c'était lui qui me rapporte, puis lui, il avait un peu l'attitude de dire, c'est moi le boss, fait que je comprends, mais fait que là, quand il a vu ça qu'on commençait à mettre du monde, puis surtout que il avait commencé à questionner
Michel Bergeron pour savoir la capacité de coacher, puis que là, il y avait un coach junior, Guy Charon, qui faisait un très bon travail, puis là, peut-être de le considérer, de lui donner une opportunité. Fait que là, il a fait, OK, former les remparts. C'était trop de compétition pour les Nordiques. Ouais, exactement. Tu montes, après le départ des remparts, tu montes en 86 comme président. Encore une fois, tu n'as même pas encore 30 ans. C'est quand même des titres assez importants. Avant d'être commissaire, tu as été président très longtemps, une quinzaine d'années même. Ça faisait quoi, président de la Ligue de hockey junior majeure du Québec? C'était une drôle de circonstance comment c'est arrivé parce que à l'époque, le président de la Ligue, c'était pas quelqu'un qui était à temps plein, là. C'était pas un employé de Ligue, là. Tu sais, c'était comme un bénévole, comme un gars, il avait une coupe de 1 000 $ par année pour être président, puis c'est davantage une personne. Tu sais, M. Dumont, il me disait, notre président, nous autres, on va l'utiliser comme étant notre cheval de parade. Il va aller faire des mises au jeu, il va aller donner des conférences, il va représenter la Ligue à différentes activités. Et quand le docteur Morissette, qui était président, avait remis sa démission au mois de février à une réunion des gouverneurs, j'avais été nommé président par intérim. Fait que là, on va prendre le temps, on va finir l'année, on va prendre le temps de voir comment ça va aller. Fait que là, tu sais, je pense pas que sur le coup, j'avais réalisé qu'est-ce que ça pouvait représenter d'être président, puis d'être encore moins d'être par intérim. Tu sais, j'avais dit probablement que là, à la fin de l'année, ils vont en avoir trouvé un, puis je vais travailler avec lui. Parce que je suis retourné, quand les remparts ont fermé, M. Dumont m'avait dit de retourner travailler à la Ligue. Lui, il prenait sa retraite. Fait que, puis comme directeur, j'étais le directeur exécutif à l'époque. Fait que là, quand j'avais été nommé président par intérim, c'était février-mars, là, c'était d'apprendre comment ça fonctionnait, mais c'est là que je dis, là, j'avais des gens extraordinaires avec moi. Puis ça a pris du temps avant que je puisse réaliser ça, là, que j'occupais le poste de président. Et pour moi, là, je continuais à travailler, puis à faire ce que j'avais à faire, puis fonctionner comme devait fonctionner. Puis après ça, ben là, à la fin de l'année, les gens avaient aimé ce qu'ils avaient vu, fait qu'ils m'ont donné un contrat de 3 ans. Puis ça a parti comme ça. À ce moment-là, c'était un poste à temps plein, le président, quand même. Ouais, c'était un poste à temps plein. Ça vient d'où le nom Ligue de hockey junior majeur du Québec? LHJMQ, tu sais, qui est un nom très unique. Tu sais, l'Ontario, Ligue de l'Ontario, Ligue de l'Ouest, nous, LHJMQ. Ouais, mais dans le moment, c'est à l'époque, tout le monde avait cette appellation-là. Okay. Comme aujourd'hui, la Ligue canadienne, CHL, ça s'appelait Canadian Major Junior Hockey League. OHL, ça s'appelait Ontario Major Junior Hockey League. La Ligue de l'Ouest, ça s'appelait Western Junior Hockey League. Là, eux autres, ils ont fait des modifications au nom de leur ligue. Puis nous autres, puis je vais dire, je vais parler de moi parce que j'ai eu des demandes là, d'arriver avec un changement de nom au niveau de la ligue. Puis je disais aux gens, dans le moment là, c'est le mot majeur qui identifie le plus notre ligue. Quand je parlais avec des coachs de catégorie inférieure, c'était mon objectif, c'est de coacher majeur un jour. Quand je voyais des parents ou des joueurs, moi j'aimerais ça un jour jouer majeur. J'aimerais ça que mon fils joue majeur. C'était pas LHJMQ, c'était majeur. Le mot majeur là, puis à l'époque, puis encore aujourd'hui, les gens identifient la ligue comme dans le là, j'arbitre dans le majeur, je coach dans le majeur, je suis thérapeute d'une équipe dans le majeur. Le mot majeur est là, fait que c'est pour ça que c'est toujours resté LHJMQ. C'est drôle parce qu'en plus les anglophones ils appellent ça la Q.
Ouais, mais ça c'est l'autre point qui est très intéressant. Quand on est arrivé puis on est allé dans les on a décidé d'aller dans les provinces maritimes. On a commencé avec Halifax, Nouvelle-Écosse, puis dans la première année, j'avais été première ou deuxième année, quand on avait entré après ça à Moncton, j'avais été donné une conférence à Halifax. Puis à la fin de la conférence, une période de questions. Puis là, les personnes avaient dit, quelqu'un s'était levé debout puis avait dit, est-ce que là, vous avez pensé de changer le nom de la ligue pour Quebec Maritime Junior League ou ces choses-là? Puis là, j'avais répondu comme un vrai politicien. J'avais dit, hey, c'est une très bonne question. C'est certain que c'est quelque chose qu'on va regarder puis qu'on va voir comment ça peut aller. Quand j'avais répondu ça, boum, il y avait des gens qui s'étaient levés puis avaient fait non, changez pas de nom de ligue. Pour nous autres, de faire partie de la Ligue junior majeure du Québec, ça veut dire beaucoup. C'est dans cette ligue-là que Guy Lafleur, Mike Bossy, Raymond Bourque, Dale Hawarchuk ont joué. On veut rester dans cette ligue-là. C'est dans cette ligue-là que Gérard Galland a joué. Nous autres, on a joint une ligue et un branding. On a joint une ligue et un branding. Fait que, de temps en temps, on a des petits soubresauts, mais jamais rien de sérieux. Tu parlais des Maritimes. Tu as déjà dit que c'est peut-être une des choses dont tu es le plus fier de ton legs dans cette ligue-là. Parle-moi comment c'est arrivé que des équipes sont nées dans les Maritimes, une à la fois, puis qu'est-ce que ça représente pour toi, ça, dans l'ensemble de l'œuvre? Ouais. Des équipes qui, quand on est arrivé, j'ai eu le premier téléphone que je reçois, c'est Harold Mickey d'Halifax qui est associé à la brasserie Moosehead, qui me dit, écoute, là, c'est probablement un projet farfelu que je vais te lancer sur la table, probablement une affaire qui arrivera jamais, mais moi, je veux juste te dire que nous autres, on a un intérêt à Halifax d'avoir une franchise junior majeure. Et moi, je lui réponds tout de suite, hey non, c'est pas farfelu. Puis c'est pas un projet innocent. On va regarder ça sérieusement. Puis j'avais rien fait, j'avais jamais pensé à ça, jusqu'au jour où lui m'appelle, qu'il me dit ça. Et là, on commence à se parler. Puis là, lui, puis la deuxième personne la plus importante de la venue d'une franchise à Halifax, là, c'était un concessionnaire d'automobile qui s'appelait John Gwyntimity. Je les invite à Sherbrooke, parce que dans ce temps-là, notre président du bureau des gouverneurs, c'était Conrad Chapdelaine, puis je les invite à un match à Sherbrooke, puis je présente Conrad Chapdelaine, puis il y a une bonne foule à Sherbrooke, un bon match, il aime ça, puis toute la quête. Puis là, on se parle, puis là, à un moment donné, ça devient sérieux, qu'on se parle. Fait que là, il dit, on est sérieux, puis on voudrait savoir comment on peut adhérer à la LHJMQ. Là, j'ai fait, OK, ça va être ma job, puis pour m'occuper de ça. Fait que là, on a une réunion mensuelle du comité exécutif. Fait que j'arrive au gars, puis je dis, écoutez, là, on a une belle opportunité d'expansionner notre ligue. Puis on va aller du côté des Maritimes. Fait que un des membres du comité exécutif de l'époque, Georges Morissette, il fait, je veux juste être sûr que j'ai compris, tu peux-tu répéter? Fait que je répète exactement ce que j'ai dit. Fait qu'il dit, bon, ben là, moi, ce que je te demanderais, là, même si je sais que c'est très personnel, je veux voir ta liste de médicaments pour savoir quelle sorte de pilule que tu prends pour nous arriver avec, exactement ça, avec un hostie d'idée de fou comme ça. Fait que, j'ai dit, il n'y a pas de médicament particulier que je prends. Je te le dis que ça va être une bonne affaire. Puis, fait que là, j'ai dit, on est invité à aller à Halifax, rencontrer les gens, puis on va faire ça comme il faut. Fait qu'on va regarder ça comme il faut. Fait que là, Halifax, il envoie un avion, puis on s'en va à Halifax. Moi, on avait Harold Mickey, John Gwyntimity, puis moi, on avait établi un plan. On s'en allait à Dartmouth, l'autre bord du pont là, de la ville d'Halifax, puis un aréna flambant neuf, un aréna de 3750 sièges de toute beauté, puis là c'était un gros complexe, piscine, puis tout ça, puis très beau. Fait que là on allait là montrer ça aux gens et on finissait notre tournée au Metro Center, puis moi je disais aux gens, c'est ici que la première franchise des Maritimes à Halifax
plus précisément, va jouer dans la Ligue junior majeure. Puis là, on s'en va à Dartmouth, tout le monde trouve ça beau, puis extraordinaire, puis là, je sens que le monde est de bonne humeur, des bonnes vibes, puis tout va bien. Fait que là, on revient, on va manger à Dartmouth, après le lunch, on vient, puis là, je dis au gars, avant de prendre l'avion pour s'en retourner, on va aller faire un tour au Metro Center, pour aller voir ça, puis je dis là, c'est l'aréna où est-ce que le Canadien de Montréal a eu son club ferme pendant plusieurs années dans la Ligue américaine. Fait que là, on arrive, puis on avait tout setupé ça, là, des bannières du Canadien qui étaient toutes là. Puis, fait que là, les gars regardent ça, c'est un bel aréna, puis ça n'a pas de bon sens que cette aréna-là soit vide. Puis je sais pas si la Ligue américaine va revenir ici un jour, puis tout ça. Fait que je les laisse parler. Fait que là, je dis, écoutez, on va commencer notre expérience dans les maritimes ici à Halifax et ici dans ce building-là. Georges Morissette, là, encore une fois, c'est la question des médicaments. Puis là, il dit, c'est pas juste des médicaments, ça va être un examen complet qu'on va te faire. Puis là, lui, il fait juste parler en français, là. Les autres, ils comprennent pas, là. Puis, fait que, là, j'explique au gars que il pense que j'ai un problème avec ma médication, puis qu'il a besoin d'un examen, qu'on va pas ça, puis toute la quête. Mais j'ai dit, on va venir ici, on est à Halifax, puis fait que là, faire une histoire courte, j'arrive au bureau des gouverneurs, puis on fait passer une franchise d'expansion, on convient le prix de la franchise, ça va à Halifax. Les 2 premières années, là, on joue à Halifax, puis c'est la seule équipe, fait qu'on fait tout le temps des programmes doubles à Halifax. Et Clément Jourdouin, qui est l'entraîneur, puis les bonnes équipes. Là, le feu prend à Halifax, et les assistantes sont bonnes et tout ça. 2 ans après, on a gagné à Coupe Memorial avec Granby. On a gagné à Coupe Memorial avec Granby, ouais, puis après ça, l'année d'après avec Hull à l'époque. Fait que dans cette année-là, dans l'année 97-98, le même Georges Morissette vient me voir puis il me dit hey, là, nous autres, à Granby, on a regardé ça, puis là, le monde, ils nous supportent plus, ils viennent plus, puis fait que là, on a une opportunité pour vendre la franchise au Cap-Breton. Fait que ben, j'ai dit, ça va être à ton tour, hein, maudit, de me montrer ta liste de médicaments si tu veux qu'on aille au Cap-Breton. On est allé au Cap-Breton. On avait fait Halifax, on avait fait Moncton. Après ça, on avait été au Cap-Breton. Puis c'est comme ça que ça a parti, là, l'implantation des franchises dans les maritimes. Puis ce que ça faisait aussi, c'est que ça nous donnait l'exclusivité du territoire. Mm-hmm. Aussitôt qu'on plaçait une franchise dans une province, on avait l'exclusivité du territoire parce qu'avant ça, les maritimes, les 3 ligues pouvaient aller sélectionner des joueurs. Là. On salue Sidney Crosby, Nathan McKinnon, Brad Marchand et plusieurs autres. Brad Richards, plusieurs autres bons joueurs des maritimes là, qui sont venus jouer Nathan McKinnon. Halifax, c'était avant-premier. Après ça, Cap-Breton. Puis après ça, c'était quoi, PEI? Non, on a eu Halifax, Moncton, Cap-Breton. Ah, Halifax, Moncton, Cap-Breton, parce qu'on oubliait, c'est vrai, le Nouveau-Brunswick également, les Wildcats. Acadie Bathurst, tu arrives un moment donné là-dedans. Ouais, puis Sea Dogs. Ah oui, Saint John, j'ai oublié. Saint John. Colin, tout un développement. Comment le voyagement se fait-tu en avion? C'est tellement loin. Durant la saison, c'est un autobus. Les équipes de division du Québec vont dans les maritimes pour jouer 2 matchs contre chaque équipe. Fait qu'ils font 2 voyages pour aller jouer 2, des fois 3, tout dépendant de comment ça fonctionne avec les disponibilités de ces choses-là. Et c'est la même chose pour les équipes de la division des maritimes. Quand ils vont jouer dans la division du Québec, ils jouent 2 matchs. Fait qu'eux autres, ils vont faire 3-4 voyages pour venir jouer ces matchs-là. Okay. Puis dans les séries, quand des équipes du Québec jouent pour une équipe des maritimes, ils voyagent en avion. En avion, la série, là, ça deviendrait un petit peu intense, non? Mais tu sais, les maritimes, c'est un peu plus loin, évidemment, mais y a-tu déjà eu une équipe ou y a-tu déjà été question qu'il y ait une équipe en Gaspésie, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte, qui manifestent un intérêt, puis quand ils reçoivent notre cahier de charge, puis ces choses-là, ils donnent pas suite à ça.
Donc, il y a eu déjà des gens qui ont montré l'intérêt, mais quand ils ont vu ce que ça impliquait, ça n'a pas été plus loin. C'est ça. Surtout là, au niveau de l'aréna. Ce que ça implique, avoir une équipe majeure. Exactement. Ça demande une certaine aréna. J'ai reçu, je pense que c'est l'année dernière, si je ne m'abuse, au podcast, le réalisateur et la réalisatrice du documentaire Junior, qui avait été remarqué, on parle de 2007-2008, dans ces années-là, 9 qui était sorti. Quelle a été ta réaction la première fois que tu as vu le documentaire Junior? Après les 5 premières minutes, je voulais quitter la salle. Ah, carrément. Parce que ce qu'il faut dire à l'intérieur de ça, c'est que le scénario qu'on avait approuvé, Carl Jenke et moi, c'est pas ça qui a été mis de l'avant. Parce que vous aviez, dans le fond, un droit de regard sur le scénario du film. Au départ, c'est pour être de bonne foi. Au départ, on avait dit, OK, c'est quoi vous voulez faire, parce que c'était un documentaire, puis ils nous avaient donné le scénario, puis eux autres, c'était davantage pour aller voir comment ça fonctionnait quand un jeune arrivait de l'extérieur de Bécomo, puis qui s'intégrait à l'équipe, puis comment ça fonctionnait en famille de pension. Tu sais, la vie d'un joueur de hockey, là, comment ça fonctionnait, tout ça, puis c'est pas comme ça a tourné du tout. D'ailleurs, en passant, je sais pas si ça t'a été mentionné, mais les deux personnes, le producteur et la productrice, qui sont venus nous rencontrer pour faire le documentaire sur la LHJMQ à Bécomo, c'est deux personnes qui travaillaient dans le domaine, là, puis là, durant leur séjour à Bécomo, sont devenus un couple. Durant le séjour à Bécomo, la madame est tombée enceinte, qui est durant le séjour à Bécomo, là. Fait que, ils ont passé beaucoup de temps à Bécomo. Ouais, une année complète, là. Ouais. Fait que, puis ils se sont beaucoup aimés, puis ça donnait ça. Fait que, quand le film, pas le film, mais le documentaire est sorti, c'était malheureux, là, aujourd'hui, là, je suis capable de le dire, là, mais j'étais pas content ce soir-là. Puis là, la madame qui est là est avec son conjoint. Elle est enceinte, là, comme il faut, là. Je suis sur le point d'accoucher, puis je vais parler dans un français très clair pour qu'elle comprenne comme il faut, pour que les deux comprennent comme il faut, là, que je suis vraiment désolé, déçu, pas dire d'autres mots que je leur ai dit, là. Ouais. Mais ça avait aucun bon sens. C'était complètement à l'opposé d'eux. Fait que ça, c'est un documentaire qui nous a fait mal. En quoi ça a fait mal? Comment tu l'as senti? Ça a fait mal parce que, ils sont allés dans des éléments extrêmes. Là, dans le moment, le fait que tu vives avec une équipe à l'année, 7 jours par semaine, 24 heures par jour, t'es tout le temps là, tu vois plus les caméras, tu sais plus que des micros dans le vestiaire, tu sais plus que des micros dans le bureau des coachs, dans l'autobus, puis là, ces deux personnes-là, ils font partie de la vie quotidienne du Dracard de Bécomo, puis ils rentrent comme ça. Donc, quand tu as des conversations derrière des portes closes dans ce temps-là, en 2007, là, 2008, pas la même chose qu'aujourd'hui, puis c'était pas un beau côté de la Ligue qui a été mis de l'avant. Qui a été monté. Non, pas du tout. Est-ce que autant douloureux c'était de voir ça, puis des enchanteurs, est-ce que ça a forcé ou ça a amené un examen de conscience, tu sais? Ben, je te dis que ça l'a amené à, d'abord, premièrement, nous autres, chez nous, au niveau de la Ligue, on a qu'aujourd'hui, quelqu'un, avant qu'on donne la permission à quelqu'un de faire une vidéo de 5 minutes ou un film de 5 heures, ou une série de 5 heures, soit assuré que il va passer au travers un screen, puis il y aura pas une souris qui va passer au travers de ça ou une fourmi qui va passer au travers de ça, là. On va l'avoir épuré. Ça, c'est la première chose qu'on a appris de notre côté au niveau de la Ligue. La deuxième chose, c'est que effectivement que ça a amené à faire des ajustements. Quels ont été les ajustements? Ben, tu sais, dans le moment là, d'arriver, puis qu'il y a un joueur qui est libéré, puis qui part avec un sac de vidange avec son sac dedans, là.
Et tu fais pas ça. Et c'est pas une pratique courante, mais tu sais, quand tu vois un vidéo comme ça, un documentaire comme celui-là, tu généralises tout le temps. Tu sais, c'est pas parce que tu as vu une situation là, tu dis ben non, ça c'est unique, c'est particulier, ça arrive une fois. Non, c'était comme c'est devenu monnaie courante, là, que tous nos clubs étaient comme ça, puis comme ça fonctionnait et ces choses-là. Fait qu'on a eu à mettre des choses au clair, on a eu à mettre des politiques écrites, on a eu à faire des éléments comme ça, juste pour reconfirmer ce qui se faisait déjà dans la majorité des équipes, mais qu'un écart de conduite comme il s'était fait là, on peut pas avoir ça. Et non plus sur la façon dont tu libérais un joueur ou la façon dont tu sais, c'est que il y a jamais eu de filtre dans le documentaire. C'était comme what you see is what you get, là. Mm-hmm. Il y a pas eu de montage, il y a pas rien eu, là. C'est voici ce qu'on a, puis voici ce qu'on va diffuser. Fait que ils ont eu tellement de matériel, ils ont filmé 1 an. Ouais. Il y en avait tellement que oui, on fait du montage, mais c'est juste que tu vas chercher les scènes plus juicy, c'est juste isolées, mises ensemble. Ça donne la fille qui a écrit le film Slapshot a dit tout ce qui est dans le film, c'est vrai, parce que j'ai suivi une équipe 1 an, c'est juste que je l'ai mis dans le même film. C'est ça qu'ils ont fait en documentaire avec Junior. Est-ce que beaucoup de gens t'ont dit moi je veux plus envoyer mon gars dans le junior? Non. Tu t'es pas fait non, dans le moment, on n'a pas eu ça. Bécomo, c'est sûr qu'il a fallu qu'il step up, là, quand c'est venu le temps d'abord, il y a des gens qui sont partis, puis ils ont été remplacés, ces choses-là. Mais c'est sûr que là, Bécomo a travaillé avec ce documentaire-là. Ouais. Mais il n'y a pas eu d'éléments négatifs là, qui ont traîné pendant plusieurs années. Là. Est-ce que... Parce que tu sais, c'est évidemment au moment du premier visionnement, toi, le premier visionnement, c'est sûr que là, ça te frappe, t'es sur le coup de l'émotion. Là, ça fait 15 ans, ce documentaire-là, tu sais. On a d'ailleurs reçu Ben Bro, podcast depuis, puis plein de gens, mais 15 ans plus tard, est-ce que tu l'as revu à tête froide, tu sais, ce documentaire-là? Non. T'as jamais revu le documentaire depuis la fois initiale? Non. Je serais curieux de savoir si tu le voyais aujourd'hui, avec le recul de... Ouais. Comment, probablement que je dirais, wow, si on s'est amélioré depuis ce temps-là. Oui. Wow, mais la portion scolaire, par exemple, est un aspect qui a beaucoup fait jaser. Tu sais, entre 2006, 2007, puis on est en 2022, la portion scolaire, puis l'encadrement scolaire du junior majeur a changé. Est-ce que je me trompe? Ouais, non. Pas parce que dans le moment, la portion scolaire nous a permis d'aller chercher dans toutes les provinces où on a une équipe le statut d'athlète amateur étudiant. Fait qu'on a fait des gros progrès, là. À quoi ça ressemble pour un jeune aujourd'hui qui veut jouer junior majeur, mais sachant... C'est quoi la statistique de joueurs junior majeurs qui vont jouer dans la Ligue nationale? Au niveau de la Ligue canadienne, c'est 2%. 2% qui vont jouer dans la Ligue nationale, donc infime minorité par définition. Donc, évidemment... il y a d'autres choses dans la vie que le hockey. Ceux qui veulent jouer dans le junior majeur disent non, mais moi je veux étudier. Puis ils se font dire oublie ça dans le junior, là, les devoirs, ça prend le bord, puis ci, puis ça. C'est quoi ton, je vais pas dire ton pitch de vente, mais comment ça marche dans les faits quand tu joues pour une équipe, tu veux vraiment aller à l'école en même temps? Ouais, mais la première chose que l'on a, c'est la première statistique, c'est quand on arrive puis qu'on donne notre liste de noms de joueurs, à qui on donne des bourses d'études qui totalisent 1,4 million par année à raison d'un maximum de 6 000 par joueur. Fait que c'est des joueurs, ceux-là, qui bénéficient du programme de bourse d'études. Fait que pour que tu bénéficies du programme de bourse d'études, il faut que tu ailles à l'école pendant que tu joues junior. Et aujourd'hui, les équipes travaillent tellement bien avec ça. Il y a des personnes attitrées dans chacune des équipes pour le volet scolaire. Il y a des quand les clubs vont sur la route, les joueurs ont des travaux à faire, des examens à préparer. Il y a des salles des salles
de cours réservés quand le club va sur la route, puis il est là pendant 3-4 jours là, sur un même voyage. Là. Dans l'hôtel où il est, des installations avec des écrans dans les salles d'hôtel, que les joueurs puissent suivre leurs cours par correspondance ou parler à des professeurs qui sont disponibles pour être en correspondance à cet effet-là, des situations particulières. Tu sais, dans le moment, l'horaire scolaire du joueur est en fonction de ses capacités. C'est pas tout le monde qui peut être en sciences pures. Où on a élargi notre éventail de disponibilité pour les joueurs en fonction de d'autres. Le point, c'est de dire aux joueurs, tu vas suivre des cours en fonction de ce que tu es capable de faire. Si tu étais au secondaire, quand tu étais dans le Midget 3A, puis tu avais 65% de moyenne, pas parce que tu vas venir jouer au junior majeur, tu vas monter à 80. Pas vrai. Mais on va te donner le coffre d'outils, on va te donner le support nécessaire pour que tu puisses être capable de bien assimiler études et hockey. Serais-tu à l'aise, toi, d'envoyer tes enfants ados jouer junior majeur puis aller à l'école, tu sais, si tu avais des enfants de cet âge-là? Demain matin, sans aucune hésitation. Même si je connais toutes les opportunités, j'ai une bonne idée de comment ça fonctionne ailleurs. J'aurais aucune hésitation. Un documentaire on parlait de junior qui t'a donné des petits frissons sur la nuque, mais d'un moment qui t'a donné un frisson à un autre. Une affaire qui a marqué le l'imaginaire collectif, c'est l'incident Bobby Nadeau-Chantaroy. Tu sais, ça a aidé au-delà du hockey. C'était aux nouvelles, c'était poursuite judiciaire. Raconte-moi la première fois que tu as pris conscience de cet événement. Est-ce que tu regardais la game en direct? Étais-tu sur place? Non. Je regardais pas en game. J'étais à l'extérieur. C'était une réunion. J'étais à Toronto quand ça s'est arrivé. Cet incident, après ça, là, j'ai vu les vidéos, puis j'ai vu tout ce qui avait découlé par la suite. Probablement que dans tout ce contexte-là, ma plus grande expérience a été tout le volet politique de ça qui a découlé avec le ministre des Sports Michel Courchain à l'époque sur le volet des règlements des bagarres puis ces choses-là. Qu'est-ce que tu as appris qu'est-ce qui est sorti de ça? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Ce que j'ai appris, c'est que quand on a des convictions, tu sais, dans le moment, le dossier de la bagarre entre les deux gardiens de but, c'est quelque chose que on tolère pas. Peu importe là, que ce soit deux joueurs ou deux gardiens de but, on tolère pas dans un match. Il y a des pénalités. Puis on a modifié la réglementation. Par rapport à ça, les suspensions, sanctions sont beaucoup plus sévères. Les conséquences suivant une bagarre, c'est beaucoup plus sévère que juste dire 5 minutes chacun puis s'être battu. On peut plus se battre en fin de match. Là. Il y a des règlements qui ont été... Non, il y a des règlements qu'on a. Et quand il y a des bagarres en fin de match, le joueur est suspendu automatiquement le match. Il est expulsé du match, il est suspendu automatiquement pour le match suivant. Puis après ça, des codes qui sont escalatoires, là, qui donnent des suspensions automatiques, ça s'ajoute d'un, 2, 3 matchs. Nombre de bagarres également, puis en tout cas un paquet de facteurs qu'on a mis en place. Mais quand tu arrives puis que tu es capable de dire OK, il est arrivé ça, c'est pas correct, voici ce qu'on va faire pour améliorer la situation. On avait mis en place un comité indépendant qu'on avait formé pour leur demander de regarder la réglementation. Avec des nouveaux règlements qui ont été adoptés par des directeurs gérants et des gouverneurs de l'époque. Et on a travaillé avec ça. Mais le volet politique de tout ça, c'était quelque chose de très, très, très particulier. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était très particulier. Tu sais, la ministre des Sports, Michel Courchain, elle avait un fils
qui avait joué junior majeur. Elle avait un fils qui avait joué pour les Remparts de Québec. Elle avait un fils qui avait joué à l'époque, Patrick Roy dirigeait. Elle avait un fils, elle avait un passé. Elle avait une connaissance du hockey. Elle avait une connaissance de la Ligue. Elle avait des aspirations pour son fils. Elle avait un paquet de facteurs. Puis, tu sais, c'est pas arrivé. Fait que là, elle a voulu prendre le fait qu'en étant ministre des Sports, qu'elle arriverait avec une réglementation particulière. Puis là, on a eu à se parler. Tu sais, aujourd'hui, Michel Courchon et moi, on est, tu sais, je dirais pas on est de bons amis, mais on est des gens qui se vouent un respect mutuel. Puis on a travaillé à arriver à quelque chose ensemble. On s'est pas mis en mode confrontation. Puis on a travaillé à arriver avec quelque chose entre nous deux qui faisait qu'on améliorait la sécurité des joueurs pour plus que ça arrive à une situation comme celle-là. Est-ce que ça se peut que les batailles ont tombé en chute libre après l'incident en question? Est-ce que, je sais pas s'il y a des chiffres par rapport à ça, mais que les batailles en junior-major ont comme pris une grosse drop après le changement? Ouais. Le nombre de bagarres a réduit beaucoup. Qui réduit tout le temps, le nombre de bagarres. OK? Fait que quand tu arrives à ça, puis tu vois ça, ça veut dire que la réglementation qui est en place a fait le travail. Et malgré ça, on est toujours ouvert et disposé à regarder ce qu'on peut faire pour continuer à améliorer l'encadrement du joueur et sa sécurité. La question que tout le monde se pose, puis Enrico Ciccone est venu au podcast, puis il en a fait son cheval de bataille, sans mauvais jeu de mots, mais la question que les gens se posent, c'est pourquoi est-ce que les batailles sont pas enrayées complètement du junior majeur québécois? Parce que c'est dans le moment, ce point-là, c'est pas la bonne appellation. On peut pas dire on va éliminer les bagarres. C'est pas vrai. On peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la conséquence suivant une bagarre. C'est ça qu'on peut faire. Tu sais, c'est un peu le même principe là que il y a un règlement au Canada qui est appliqué pour les jeunes de 16 à 18 ans avec leur permis de conduire. C'est tolérance zéro. OK? Est-ce qu'il en arrive des jeunes qui sont pris en état d'ébriété à cause de l'alcool ou de l'effet de la drogue? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il en arrive des accidents pour des jeunes qui ont conduit sous l'effet de l'alcool et de la drogue? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il arrive des accidents mortels avec des jeunes impliqués qui étaient sous l'effet de la drogue et de l'alcool? La réponse, c'est oui. Le gouvernement, mais puis les règles sont sévères, t'élimines pas ça. Là, faut-tu continuer à travailler sur l'éducation, sur la perception, sur la façon de faire ces choses-là, mais tu ne peux pas arriver puis dire on va faire une réglementation pour éliminer la bagarre. C'est pas ça, c'est pas le bon terme. Le terme, c'est de dire la bagarre là au hockey est pas permise, est pénalisée. Ce que les gens, certaines personnes aiment pas la conséquence. Mais ils parlent pas, s'ils aiment pas la conséquence, ils disent que le joueur devrait être expulsé automatiquement. Le joueur qui se bat devrait être expulsé automatiquement. Alors, le point que l'on a, c'est qu'il peut arriver, je donne un exemple, il y a un joueur qui veut entreprendre une bagarre, l'autre veut pas, puis là, à un moment donné, boum, là, ça chamaille, puis là, les joueurs laissent tomber les gants. Mais là, il y a un gars qui est considéré comme étant un instigateur ou un agresseur. L'autre joueur, là, il peut avoir pas de 5 minutes ou un 5 minutes seulement, puis il est au banc des pénalités. Il voulait pas se battre. Il y a quelqu'un qui a instigé était un instigateur d'une bagarre, puis que ça a commencé, ou il y a quelqu'un qui était un agresseur dans une bagarre, ça a amené ça. Le point est là. Le point qu'on a, c'est comme ça. Tu sais, dans le moment, est-ce que si tu sais que puis là, ils font souvent référence au règlement des collèges américains, puis tout ça, là, puis là, je dis, allez-vous en voir des matchs des collèges américains, là, puis les voyez-vous, ces situations-là survenir, puis de voir comment ça fonctionne, vous les voyez pas. Vous en entendez parler, mais vous les voyez pas. Quand on arrive dans un contexte là, comme on est aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Tu sais, quand je parlais tantôt de quelqu'un qui est un instigateur d'une bagarre ou un agresseur, mettons exemple, on va prendre
on prend un joueur vedette, là, à Sherbrooke. Joshua Roy, OK? Ouais. Là, lui, un soir, là, ça va bien. Première période, il score 2 goals. En deuxième période, là, il y a un joueur qui dit, ben là, attends une minute, là. Moi, là, j'ai juste à aller avec toi, là, puis me battre, t'es dehors de la game. On va régler le problème. C'est pas comme ça. Faut pas faire ça comme ça. Il faut qu'on arrive puis que le joueur qui va décider que Joshua Roy, il va en arracher, là, puis il va se battre. Joshua Roy, ça se peut qu'il dise non, je me bats pas. OK? Fait que là, l'autre joueur va être considéré comme un instigateur ou un agresseur. Lui, il va être sorti du match. Joshua Roy va rester. On peut pas arriver avec une règle là, de dire 2 joueurs dehors de la game. 2 joueurs qui se battent dehors de la game. Ça marche pas. C'est pas comme ça. T'en as des fois 2 joueurs qui sont consentants, qui disent OK, parfait, go. Mais il y en a d'autres, c'est pas toujours comme ça. Fait que c'est là que. Est-ce qu'il y a des batailles dans chaque match junior majeur? Non. Parce qu'il y a une époque, s'il y en a qui ont été sur YouTube, les belles années de Georges Larac, où les gens, c'était pas, je veux dire, c'était dit, aller voir des matchs de junior, ça faisait partie du package. Tu allais voir de la bataille. Il y avait ça, tu sais, avant. Je pense que c'est plus le cas. Je pense plus que les gens vont voir du junior majeur pour voir des enfants se battre. Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, dans le moment, là, on fait juste regarder, la plus belle preuve de ça, on fait juste regarder la durée de nos matchs. À l'époque, là, des Georges Larac et compagnie, là, les matchs, c'était pas rare que ça durait 3 heures et plus. Là, aujourd'hui, c'est entre 2h10, 2h12, ça dure un match de 3 périodes, là. OK? Fait que, juste là, on a une bonne réponse. Est-ce que tu as senti aussi l'impact de ce que, tu sais, côté PR, c'est sûr qu'il y a une affaire comme ça qui fait les manchettes, puis moi, j'avais oublié, mais que Jonathan Roy avait été accusé de voie de fait, tu sais, ça c'était allé bien au-delà du hockey. En termes de tâches pour la Ligue, à quel point ça a été dur de revenir de ça ou de passer par-dessus ça? Mais, tu sais, c'est, comme on a fait avec tous les dossiers qui ont été considérés comme étant des dossiers négatifs ou des dossiers qui donnaient pas une bonne publicité, c'est que au lieu de se mettre en mode non, puis c'est pas si grave que ça, non, on a agi. On a pris d'ailleurs dans cet incident-là, le comité indépendant qu'on a formé, Enrico Ciccone en a fait partie. C'est vrai, ça. Le comité indépendant. Ouais. Il faisait partie du comité qui est arrivé des recommandations. Et... Donc, bref, vous êtes passé par-dessus. T'es rentré en poste en 86, t'es devenu commissaire en 2001. Ça fait déjà 21 ans que t'es commissaire. De quoi t'es le plus fier depuis que t'es en poste? Tu sais, c'est quoi que t'es le plus fier d'avoir accompli? C'est sûr que le volet des maritimes, là, c'était une bonne décision. La qualité des propriétaires qui ont joint les rangs de la Ligue depuis les 25 dernières années, c'est des gens qui sont là pour les bonnes raisons, des passionnés, des gens solides financièrement. Également, d'avoir mis en place, comme seule ligue, là, le programme d'aide aux joueurs. Peu importe la problématique qu'un jeune a, il sait qu'il peut faire référence à notre programme en tout temps. Et ça, c'est un élément là, pour lequel je suis très, très fier parce que le niveau de confiance des joueurs a augmenté considérablement dans les 10 dernières années. Puis ils sont plus gênés là, ou ils n'ont plus peur de que ça se demeure pas confidentiel ou que de sorte. Ça, c'est un élément. Le programme de bourse d'études que nos clubs acceptent de verser autant d'argent par année en bourse d'études, c'est très bénéfique pour nous autres, puis ça rejoint également ça. Puis le dernier point, c'est la qualité du spectacle qu'on présente. Il te reste combien de temps, tu penses, à la barre de la Ligue? Comment tu vois le futur? Mais comment le futur de la Ligue junior majeure du Québec, c'est un futur qui est très bon. Parce que, comme j'ai dit tantôt, on a des très bons propriétaires, on a des gens de qualité qui dirigent nos équipes. Ça, c'est bien en selle, puis c'est bien fait, c'est bien structuré. On a le futur de la Ligue, ça va être comme ça a été
à différentes époques. Moi, quand je suis arrivé au milieu des années 70, c'était la catastrophe de perdre des joueurs de 18 ans, puis le hockey junior, t'as pour tomber à l'eau. Puis aujourd'hui, on fait une fierté de voir des joueurs de 18 ans qui jouent dans la Ligue nationale. Juste pour montrer comment ça a changé, puis comment ça a évolué aujourd'hui. Fait que chaque fois qu'arrive un obstacle majeur, ou qu'arrive quelque chose de néfaste, on contourne pas la situation. On regarde ce qu'on peut faire pour améliorer ça, puis on regarde comment est-ce qu'on peut aller de l'avant, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On se retrousse les manches, puis on continue à avancer. C'est pour ça que notre ligue est en opération. On va débuter là, notre 54e année au mois de septembre prochain, puis ils vont en jouer encore d'autres 50 ans de hockey junior. Qu'est-ce que tu rêves d'accomplir, toi, personnellement, pour la Ligue avant de laisser ta place? Ce que je rêve d'accomplir, je pense pas que ce soit quelque chose de particulier. Aujourd'hui, si demain matin, c'était ma dernière journée dans la Ligue junior majeure du Québec, et selon moi, j'aurais accompli avec toute notre équipe, puis les propriétaires, puis tous les dirigeants, ce que je voulais qu'on fasse, c'était de s'assurer d'améliorer constamment ce qu'on pouvait faire pour le joueur de hockey sur et hors glace, pour permettre de réaliser nos 3 objectifs qu'on avait. 1, d'en faire le meilleur joueur de hockey possible. 2, un bon étudiant. Et 3, un bon citoyen. Écoute, si tu réussis ça, c'est ce qu'on appelle tic-tac-toe. Puis la dernière affaire avant que je te laisse, parce qu'on a commencé en parlant de baseball, d'autres affaires, mais tu as déjà dit que tu devais ta carrière à ta femme. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Parce que je pense que si j'ai bien lu, ta femme a sacrifié une carrière de chanteuse. Est-ce que c'est vrai? Ouais, ben, elle a pas sacrifié une carrière de chanteuse, parce que ma femme, à l'origine, c'est un employé d'Hydro-Québec. Elle a fait sa carrière à Hydro-Québec. Ma femme, elle avait un passe-temps qui était de chanter, puis qu'elle aimait ça beaucoup, mais c'était pas sa carrière première. Ce que ma femme, elle a fait dans les sacrifices avec son emploi, c'est que c'est une tréfugienne également. C'est là qu'on s'est rencontrés. Quand j'étais à Québec, puis que là, j'ai dit, on va être à Québec pour un bout de temps. Que là, elle a accepté de déménager de Québec, de Trois-Rivières à Québec. Puis après ça, quand les gens, les gouverneurs ont considéré que Montréal était pour être une bonne place pour le bureau de la Ligue, on a déménagé de Québec à Montréal, elle a encore suivi. Puis, tu sais, dans le moment, là, avec pas nécessairement avec la job que j'avais, mais avec la façon dont j'ai travaillé pour faire en sorte à ce que la Ligue soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui avec toute notre équipe, j'en ai mis du temps. J'en ai passé du temps. Ma femme, elle a été un soldat extraordinaire. Elle a été un capitaine numéro 1 avec nos enfants quand mes absences répétées. Puis elle a toujours été d'un grand support avec moi. Fait que ça, puis je regarde ça, là, si t'es pas accompagné de quelqu'un comme ma femme, là, quand t'es dans un poste le moindrement public, là, puis avec ce que ça comporte, si t'as pas un solide poteau avec toi, là, tu réussiras pas. Tu peux pas faire ça tout seul. Ça ne fonctionnera pas. Puis c'est là que ma femme, elle a beaucoup de crédit qui lui revient. C'est de toujours avoir été là. De toujours dire, je sais pas comment, mais c'est sûr que tu vas trouver une solution à ce problème-là. Quand on est arrivé dans la pandémie, là, à un moment donné, elle me disait, arrête d'acheter la santé publique, arrête, ça fonctionnera pas, tu peux pas être plus gros que la province, tu peux pas être plus gros que le monde, tout est fermé, tu pourras pas. Puis là, je dis, ben non, on va continuer, c'est sûr qu'on va jouer au hockey. Elle a été un élément motivateur dans certains cas, mais au-delà de ça, là,
tout ce qu'elle a pu faire avec nos enfants, me supporter. C'était quelqu'un qui était à mes côtés constamment. C'est même sur son salaire à elle que vous viviez au début, dans les débuts. Ouais. Ben oui. Et j'étais pas... non. On la salue bien humblement. Gilles, écoute, ça a tellement bien été. Je pense qu'on a défoncé le temps. Merci énormément de ton temps. Puis, plaisir. Ça a donné un maudit bon épisode. Puis, dernière question, t'as-tu déjà écouté la musique à Jonathan Roy? T'as-tu suivi ça? Oui. Ben, c'est-à-dire que je l'ai écouté par ma femme. C'est ma femme, elle me dit, écoute, elle appelait le goaler. Le goaler, là, il sait chanter. Le goaler, il sait chanter. Ah oui. Fait que, puis là, je l'ai écouté. Hein, puis il sait chanter pour le vrai. Oui, c'est ça, on est loin de Joe 16 ans, on est rendu ailleurs. Non, il était à une autre étape, là, puis vraiment une belle voix, puis il est vraiment un bon chanteur. Super. Gilles, merci de ton temps, ça a été un super épisode. Et je te souhaite une super journée, tu salueras ta femme, puis tu la remercieras au passage. Ben, c'est bien gentil, merci. Merci. Merci beaucoup à Gilles Courteau. Ça a été un plaisir. Je vous rappelle que le prochain épisode de Dread sur le Tape est le spécial World Juniors. Oui, absolument. Et que vous pouvez poser dès maintenant vos questions à Stéphane Leroux et Chucky Pellerino. Ou ça, un seul endroit sur notre page Patreon, patreon.com/Dread sur le Tape. Posez vos questions à Chucky Pellerino, Stéphane Leroux. Je vais leur transmettre et je vais leur poser en ondes pour l'épisode spécial repêchage. Allez, patreon.com/Dread sur le Tape. À la semaine prochaine, les amis. Bye bye.